Je pense, sans le savoir, j'allais cultiver des éléments qui ont été clés pour la résilience. Rachel Thibault n'est pas un personnage public ni une vedette. Vous ne la connaissez probablement pas. Par contre, quiconque a l'occasion de la croiser ne peut rester insensible à son humanité et à son parcours hors de l'ordinaire. Rachel a connu son lot d'épreuves devant lesquelles elle se découvre étonnamment résiliente. Comment expliquer cette résilience? D'où vient-elle? Une question qui deviendra un sujet d'étude pour elle. Si j'ai des doutes, je n'ai jamais peur. Il n'y a que le temps. Rachel Thibault est aujourd'hui professeure en ergothérapie à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. De plus, elle offre des conférences et des formations sur la résilience psychologique et accompagne des groupes à l'étranger. La capacité d'adaptation, de rebondir, de revenir au point de départ, va être considérée la résilience, et la capacité de rebondir au-delà du point de départ après un traumatisme va être considérée la croissance post-traumatique. Dans un tête-à-tête avec sa propre vie et ses recherches basées sur les témoignages de gens qui ont vécu de grands traumatismes, Rachel Thibault nous entraîne dans ce fabuleux parcours qui l'a mené à découvrir les clés de la résilience. On est au commencement du monde. On rêve comment, on rêve à quoi? L'enfance est tellement vagabonde, tellement qu'elle ne se souvient pas. Rachel vient d'une famille catholique pratiquante, comme on les a connus au Québec dans les années 50. Je dirais l'ambiance, c'était l'ambiance de devoir. Fallait être responsable, fallait faire la question de... C'est d'ailleurs comme ça que les femmes du côté de ma mère se définissaient des femmes de devoir. C'était ce qui est important. Il y avait très peu de rire chez nous, c'était sérieux et il y avait beaucoup d'anxiété. Puis sur des choses souvent de détails, je repense aujourd'hui, on s'en va en famille sur l'autoroute, on manque la bonne sortie. Tout était dramatique. Tout était vécu. Les asperges trop cuites, c'est que les pointes sont écrasées. Ça, c'était le drame. On pouvait en entendre parler pendant 2 mois. C'était vraiment, là, c'était pas relax. Alors que Rachel entreprend son premier voyage à l'étranger, en Thaïlande, il lui arrive un événement qui sera déterminant. À l'âge de 20 ans, j'ai voyagé à l'extérieur du Québec, dans un hôtel la nuit. Quelqu'un fait ouvrir ma porte de chambre, et donc il y a eu un viol qui a laissé suffisamment de traces pour que je me retrouve à l'hôpital, en besoin de chirurgie pour mettre les morceaux à la bonne place. Et c'est clair que mon désir, c'était de cacher ça à ma famille, qui était très catholique, très pratiquante, et comme je disais aussi, très axée sur l'image. En raison du haut risque que Rachel meure sur la table d'opération, l'hôpital juge bon d'avertir ses parents. À son réveil, sa mère est présente. C'était ma mère qui était là en premier, puis justement qui pleurait à chaudes larmes. Puis moi, tout de suite, mon interprétation, c'est elle a de la peine de voir que j'ai mal, que j'ai vécu ça. Puis ça, quand elle avait pu reprendre son souffle, ça a été « mais qu'est-ce que les voisins vont penser? » Donc, ce qui l'inquiétait, puis même « tu aurais dû mourir, on a tellement honte que tu aies survécu. » Parce que je pense qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas nécessairement acheter mon silence. Les morts ne parlent pas. Les vivants, c'est plus encombrant. Elle a regretté, je pense, par la suite, ces mots-là, mais ça, je l'ai su par la bande. Elle ne me l'a jamais dit directement. Donc, il y avait ma mère. Ensuite, on m'a envoyé l'aumônier. Justement, j'ai eu droit au discours de la grande pécheresse, que j'avais dû courir après, puis que c'était de ma faute, etc., etc. Et le psychiatre, pour terminer l'ensemble, qui me disait, avec ce que tu as vécu, tu peux attendre rien d'autre que de la frigidité pour le restant de tes jours. Je dis, bon, ça part bien.
pour mes parents, le viol a été un grand choc, mais ma survie aussi a été un grand choc parce qu'il fallait aussi que je revienne à la maison. Encore une fois, comme marchandise avariée. Et mes parents nous avaient quand même beaucoup couvrés. C'était une famille refermée sur elle-même, puis on avait peu de marge de manœuvre. Puis pour mes parents, c'était tellement insupportable que, oui, ils m'ont ramené à la maison, mais le lendemain, ils sont partis pour la Floride. C'était en février. Puis on dit, pour le pelletage, pour le reste, débrouille-toi. On ne reste pas. Le contact, c'était vraiment pour eux, c'était insupportable qu'on soit dans la même pièce. Puis avec le recul, je réalise, il y avait tout le tabou autour du viol, mais il y avait aussi la grande maladresse par rapport à tout ce qui était affectif. Dans ma famille, on ne parlait pas d'émotions, on ne communiquait pas. Les émotions étaient vraiment profondément cachées. J'ai fait ma convalescence à Québec. Puis c'était ma dernière année d'université, puis j'avais déjà un poste comme ergothérapeute à l'hôpital François d'Assise. Puis quand mes parents sont revenus de Floride, donc moi, le plan de match, c'était de prendre le poste, terminé. L'université avait été assez sympathique pour faire des arrangements que je puisse reprendre le temps perdu, me permettre de terminer quand même mon bac, que je puisse aller prendre mon poste. Et c'est là où mon père m'a dit, ta mère ne tolérera pas que tu restes à Québec, c'est beaucoup trop difficile pour elle que tu sois à Québec. Bon, changement de plan de match. Et je me suis dit, tant qu'à faire, puisque je dois quitter Québec, on va en profiter pour aller là où je ne serais jamais allée. J'ai pris un poste à l'hôpital Royal à Ottawa en anglais. Je ne parlais pas l'anglais. J'étais encore un peu sous le choc d'avoir été éjectée, encore une fois, du giron familial, parce que dans ma conception du monde, c'était un petit peu là où j'allais poursuivre ma vie. Puis en même temps, ça me donnait un goût du défi. Je pense que j'ai choisi un défi pour peut-être une forme d'évitement. Pour éviter la douleur, je me suis lancée dans un défi, c'est-à-dire on va s'occuper l'esprit ailleurs, et ça m'a vraiment très bien occupée. Ouais. Et là aussi, c'est quand je revois cet épisode de viol-là, je me dis ce qui a été extraordinaire, c'est que ça a été la porte sur un univers où je ne serais jamais allée. Quand tu me demandais où je me voyais enfant, j'avais toujours été fascinée par les documentaires de voyage. Mon rêve, c'était d'aller au Tibet, je voulais voyager, mais en même temps, je me disais comment je vais réconcilier ça avec la vie à Québec. Parce que dans ma tête, la vie allait se poursuivre à Québec. Et le viol, ça a été le tremplin vers ces rêves d'enfants-là. De dire, Québec, c'est plus possible, alors allons explorer ailleurs. C'est comme si ça a permis à tous ces rêves d'enfants-là de revenir. Puis je me disais, l'anglais va être nécessaire vers l'aventure. Si je veux aller de par le monde, ça va être un outil important. Mm-hmm. Puis, c'est ce qui est arrivé. En fait, après Ottawa, ça a été Toronto, la Nouvelle-Écosse, ensuite le Grand Nord, le Danemark, les États-Unis. Et tout ça, ça a été possible à cause de cette étape de vie-là. Love came here and never left. Rachel doit composer avec un viol et une intervention chirurgicale qui marque son corps et la laisse stérile à tout jamais. À l'image de sa famille, elle aurait pu vivre cet événement et se rejette de façon très dramatique. Elle choisit plutôt de prendre cet exil comme un défi et une chance unique de s'ouvrir au monde. La question qui nous vient alors à l'esprit est de savoir d'où lui vient ce réflexe. Ça remonte à mon grand-père qui vivait très très proche de la nature. Un tabou dans la famille, c'est de parler de ses racines amérindiennes. Ça, il ne fallait pas parler de ça. C'était pas... Et il était profondément anticlérical et profondément sensuel, dans le sens où, dans ma famille, fallait justement... Toute la notion de plaisir était à bannir. Alors, mon premier souvenir d'enfance, c'était à 2 ans.
On m'avait même tricoté un beau maillot de bain en laine. Puis je me rappelle comme enfant, là, c'est mon premier souvenir, c'était tellement là, désagréable. Puis mon grand-père qui faisait rougir tout le monde parce qu'il m'appelait, il m'enlevait le maillot de bain, là, puis il disait « Va te baigner tout nu ». Dans une bonne famille catholique, là, ça se faisait pas. C'est comme s'il m'avait toujours ouvert une porte. Pourtant, quand il est mort, j'étais assez jeune, j'avais 6 ou 7 ans. Mais ça a été l'expérience dans ma vie de quelqu'un qui ne voyait pas tout comme du péché, comme mal, comme culpabilisant. Puis donc, c'était comme une espèce de voix qui est toujours restée quand je me faisais dire « t'es une mauvaise fille ». Puis même au moment du viol, j'y repensais après coup. Tu sais, maintenant, de la marchandise avariée, puis tu sais, c'est pas acceptable. Pour mon grand-père, je pense que c'était des choses... Bon, c'est un accident de parcours, puis après. Puis c'était un petit peu la voix que je me disais « ouais, c'est ça qu'il aurait dit ». Si Edmour était encore vivant, ce serait pas le drame que c'est pour lui. Tu sais, pour lui, ce serait... Bon, on passe à un autre appel. Sans nier l'événement, mais sans non plus lui rattacher tout le poids de culpabilité, puis de colère. Puis je repensais par un coup, puis je me disais, non, la présence même brève de cet homme-là dans ma vie, ça a été important. Rachel reconnaît aussi l'importance des lectures et des influences intellectuelles. Ce sont les religieuses de Jésus-de-Marie à Québec, avec qui elle fait son primaire, son secondaire et puis son cégep, qui lui apprennent la rigueur intellectuelle et lui font découvrir, entre autres, Camus et Sartre. L'influence majeure, pour moi, ça a été Camus. Je dois dire le mythe de Sisyphe. Puis, des livres moins connus de Camus, entre autres, Noces et l'été. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est des livres où il célèbre vraiment toute la notion de sensualité. Puis, il dit souvent que lui a atteint l'éternité par la sensualité. Entre autres, il parle de sa vie en Algérie, d'aller se baigner sur les plages, entre autres à Tipasa. Puis je trouvais que c'était la première fois pour moi que quelqu'un arrivait à relier une quête qui n'appelait pas spirituelle, mais qui en était une quête de sens, avec le corps. Tu sais, que c'était pas mutuellement exclusif. Mon mentor, Anne-Étienne, qui est une ergothérapeute, qui a fondé le programme à l'Université d'Ottawa, puis qui a été mon mentor à l'Université Laval, qui m'avait fait découvrir, encore une fois, un peu les lectures bouddhistes, puis Carl Fritz Durkheim. C'est un psychologue et un philosophe qui a beaucoup écrit sur justement la question de croissance intérieure. Entre autres, une autre expérience déterminante, mon deuxième poste, c'était en soins palliatifs à l'hôpital Grace à Toronto. Donc, j'étais au tout début de la vingtaine. Et je me retrouve en soins palliatifs où, évidemment, je dois mourir beaucoup de gens. J'accompagne beaucoup de gens en fin de vie. Moi qui n'ai aucune expérience de la vie ou pratiquement pas. Et ça aussi, ça a été un cadeau extraordinaire de la vie. Le privilège d'accompagner en fin de vie plusieurs personnes qui étaient évidemment beaucoup plus âgées, qui avaient fait les camps de concentration. Qui avaient des histoires qu'on ne peut pas, indescriptibles, puis qui avaient développé une résilience et une sagesse. Ce qui m'émeut encore aujourd'hui, je me sens un peu comme leur héritière. Puis il y en a plusieurs qui l'ont même formulé comme ça. Tout le monde est à mort, puis il est en train de mourir, puis il me disait « Ce que j'ai appris, je vais te le transmettre. » Ces messages-là, c'est clair que ça laisse une empreinte. Alors, les décisions que j'ai faites par la suite étaient nourries de ces expériences-là. C'est pour ça, des fois, les gens disent « tu as eu du courage », puis je me dis « c'est un peu une fraude ». Je me sens un peu comme un imposteur, parce que j'ai l'impression, un peu comme quelqu'un qui va faire du surf, que je navigue sur la force que les autres m'ont léguée, ou sur les expériences de vie, ou sur le courage. Bien que Rachel ait connu d'autres épreuves sur le plan personnel, elle poursuit sa quête. À la suite de son postdoctorat en psychologie,
Elle se voit offrir un poste à l'University of Southern California. À Los Angeles, c'était vraiment un choc entre mes valeurs puis le système universitaire dans lequel j'étais. C'était vraiment l'emploi de rêve, là. L'University of Southern California, c'est une université qui est privée, qui est très, très riche, mais qui va aussi se centrer beaucoup sur les besoins des riches. Très centré là, aussi sur le paraître, puis des horaires de travail complètement déments. J'étais le prof junior, donc ça voulait dire qu'on pouvait m'appeler à 3 heures du matin puis dire ben là, tu vas travailler sur une demande de fonds. Puis c'était un drôle de milieu où il y avait peu d'équilibre et où surtout j'étais coupée de la nature. Je vivais dans le béton puis dans les embouteillages et dans la pollution. Puis là, je me suis dit, oui, c'est très prestigieux, ça m'aurait ouvert des portes magnifiques en ergothérapie. Puis je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux? Puis la réponse a été non. Rachel médite tous les jours depuis quelques années et intègre de plus en plus les concepts de la croissance intérieure. Et peu à peu, elle commence à se sentir décalée en Californie. Décalée par rapport aussi à mon besoin de reconnaissance de la part de mes parents. Je me dis, pour eux autres, je savais que si j'atteignais là, les plus hauts sommets dans une université américaine reconnue, que ça apporterait peut-être un peu cette reconnaissance-là dont j'avais encore besoin. Donc, puis le rachat, racheter le viol, racheter la tâche, là, puis, donc, il y avait la tentation d'aller dans cette voie-là pour la reconnaissance. Puis après ça, je me suis dit non. Je ne suis pas bouddhiste, puis je pense que j'appartiendrai jamais, en tout cas, c'est là où je me sens aujourd'hui, à un groupe religieux. Mais j'ai beaucoup suivi, comme les philosophes comme Carl Fried Durkheim, pas Émile, mais Carl Fried, des gens qui ont adopté et adapté le bouddhisme à l'esprit occidental sans acheter les dogmes. Alors, pendant plusieurs années en parallèle, je faisais, je pense, une démarche qui était beaucoup plus d'être dans l'ici et maintenant, puis une démarche qui à son centre a la notion de ne pas avoir d'attente. Alors, c'est venu, je suis atteint un stade où il n'y en avait plus d'attente. Il y a comme 3 questions fondamentales qui permettent d'orienter une vie. La première, ça va être où est-ce que je peux développer mon authenticité. La deuxième, c'est où est-ce que je peux grandir. Et la troisième, c'est où est-ce que je peux redonner. Et quand j'ai quitté Los Angeles, déjà ces questions-là, je me disais, est-ce que je peux être authentique? Je me disais, on me demande d'être quelqu'un que je ne suis pas. Ça démarrait pas bien. Est-ce que je peux grandir? On m'imposait ce que j'appellerais des corridors de croissance très définis par rapport à leur système. Je me sentais comme une plante dans le mauvais pot. Tu sais, c'est pas... je n'étais pas dans le bon terreau. Là, c'est ça. Puis, est-ce que je peux redonner ce qu'on est en train de me façonner pour fonctionner dans un modèle uniquement narcissique? Comment est-ce que je peux développer ma carrière? Puis comment est-ce que je peux redonner au système universitaire sans aucune ouverture sur des éléments qui vont au-delà de ce narcissisme primaire-là? Puis j'avais fait assez de lectures pour savoir que ce qu'on m'offrait, en fait, c'était une belle voie pavée vers le malheur. Tu sais, c'était la voie garantie vers ce que je ne voulais pas être. Et c'est là, donc, qu'il y avait un poste qui était libre dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, j'ai fait ma petite valise, puis je suis partie pour l'Arctique. Puis je croise encore des collègues dans les congrès qui viennent de là me dire « Pourquoi tu as quitté la magnifique Californie du Sud pour t'en aller sur une banquise? » Ça m'a très, très bien convenu. Mais j'étais capable de le faire parce qu'après le viol, justement, j'avais su que j'avais été capable de le faire une fois. J'avais été capable de recommencer à neuf. Puis je m'étais dit, ça s'était quand même relativement bien passé. C'est en quittant la Californie pour l'Arctique en 1989 qu'une nouvelle vie s'amorce pour Rachel. D'abord, elle revient à l'intervention sur le terrain, près des gens. Très rapidement, elle prend conscience de l'ampleur de la souffrance humaine et des multiples problématiques qui sévissent dans la communauté autochtone. Drogue, violence, inceste, alcool. Elle consulte alors l'Organisation mondiale de la santé pour connaître leur approche d'intervention avec la population en grande détresse. Leur approche communautaire s'harmonise parfaitement avec les valeurs qu'elle a intégrées en ergothérapie. Fort de ses apprentissages auprès de la communauté autochtone,
Rachel devient conférencière en la matière et est appelée depuis à accompagner des groupes en détresse partout dans le monde. Le fait de côtoyer et d'accompagner ces personnes qui ont vécu des traumatismes extrêmes dans des conditions difficiles permet à Rachel d'en retirer des enseignements fondamentaux sur la résilience universelle. Au retour de Sierra Leone, elle reçoit un diagnostic de choc post-traumatique. Entre autres, après être passé dans certaines zones de guerre, d'avoir vu des atrocités, de la torture, tout ça, c'est clair que des fois, je reviens avec des images. C'est clair que ça m'a laissé avec une émotivité plus exacerbée. Il y a des choses qui vont venir me chercher parce que ça ramène tout un bagage de vécu. Ça ne m'a jamais empêché de fonctionner, tout ça. Mais dans certains milieux thérapeutiques, c'est comme si l'importance du diagnostic, puis de l'intervention, le gros canon, le fait, entre autres, que j'ai refusé qu'on me donne des médicaments venant de Sierra Leone, entre autres, de dire, tu sais, des fois, je vais avoir des cauchemars, je revois des choses que j'ai vues, des gens qui se sont fait amputer, décapités, des choses qui sont difficiles. Puis on me dit, non, il faut que tu prennes des médicaments. J'ai toujours refusé de dire, laissez-moi développer mes capacités intérieures. Ça fait 20 ans que je médite, donnez-moi une chance. Par certains, ça a été très mal reçu, parce qu'on jugeait que ce n'était pas des stratégies adéquates dans l'arsenal thérapeutique. Puis je trouve ça le fun de voir maintenant que 10-15 ans plus tard, ça devient des stratégies adéquates. À travers ses lectures et ses recherches, Rachel a trouvé des réponses, entre autres du côté des neurosciences. En effet, on constate que le cerveau des gens résilients présente des différences significatives. Alors que la majorité des gens ont leurs circuits neuronaux reliés au lobe droit, celui de la peur, de la vigilance, de l'agressivité, les circuits des gens résilients sont davantage reliés au lobe gauche, celui de la sérénité, de la compassion, de la centration. La bonne nouvelle dans tout ça est qu'on peut modifier notre cerveau puisque 60% de la résilience est liée à des activités qui sont favorables à son développement et qui ont un impact majeur sur les circuits neuronaux. Donc, on peut cultiver notre résilience. Pendant 25 ans, Rachel a entrepris un dialogue avec des gens rencontrés à l'étranger qui ont vécu des traumatismes extrêmes et qui ont fait preuve d'une résilience hors du commun. Mes questions, donc, étaient très simples. C'était comment est-ce que vous avez fait pour rebondir après un traumatisme extrême? Pouvez-vous me décrire vos stratégies? Puis ce que je demandais, c'était pas décrivez-moi pas juste vos stratégies cognitives, mais qu'est-ce que vous avez fait dans la vraie vie pour, traverser le choc, vous accrocher, puis ensuite reconstruire une vie qui avait un sens? Dans le cadre de son atelier, Rachel partage les résultats de sa recherche, c'est-à-dire qu'elle nous révèle les 6 principales qualités qu'elle a retrouvées chez la plupart des gens résilients. La présence, c'est le point de départ de tout. Si on ne fait pas un effort pour être présent, rien de ce que je vais dire va être utile. La présence, c'est vraiment le nœud de la résilience. Ce qu'on est en train de réaliser, c'est que les moments de silence et de solitude au quotidien, ça jouerait un petit peu le même rôle que le sommeil. Ça permettrait de gérer en quelque sorte des contenus affectifs dont on n'est pas nécessairement conscient, mais qu'on liquide au quotidien. Si on n'a plus de ces moments-là, il y a une accumulation de stress, de toutes sortes d'impacts affectifs qui éventuellement atteint un niveau tel que ça entraîne l'écroulement de la structure psychique. Alors, la première chose qu'on doit changer, c'est de réintégrer au quotidien vraiment une qualité de présence. L'autre qualité à cultiver, qui a un pouvoir de transformation majeur,
c'est la gratitude. Voir justement le bon côté plutôt que de voir ce qui manque. Les gens qui sont négatifs, qui ne voient que ce qui ne va pas, c'est des gens qui vont s'écrouler assez rapidement parce qu'il n'y a rien qui vient les nourrir. Le pardon a un effet au niveau du préfrontal gauche, mais ça a surtout une absence d'effet au préfrontal droit. Ça ne va pas nourrir les mauvais circuits. La quête de justice, d'être engagé dans un processus où, encore une fois, on recherche l'équité pour les autres, qu'on sort de notre bulle, qu'on dit oui, j'aimerais qu'il y ait un sentiment de justice. Ça peut être la justice pour les autres, pour l'environnement, mais un désir de justice, ça aussi, c'est un pouvoir transformateur au niveau de la neuroplasticité. La tempérance, ici, c'est dans le sens d'équilibre. La justice, c'est important, la quête de justice, mais il faut la faire dans un esprit de compassion et pas dans un esprit d'agression et d'intégrisme. Et l'autre, évidemment, qualité à cultiver, en anglais, on l'a appelé le Compassion Cluster. Donc, c'est compassion, amour, tendresse qui sont comme en un seul. Les valeurs que vous avez ici, les 5 valeurs ne sont pas nécessairement dans l'ordre, ça va varier d'une personne à l'autre, mais celle qui arrive en premier, la présence, celle-là est essentielle pour que les autres puissent trouver leur place. Il reste à savoir maintenant comment applique-t-on ces qualités de résilience dans la vraie vie. Rachel a fait ressortir 5 stratégies que ces personnes ont mises en pratique pour faire face aux traumatismes qu'ils ont vécus. La première stratégie est la centration, qui vient illustrer un principe important quand on parle de présence. Pour atteindre un état de centration, il faut évacuer une énergie fébrile qu'on a tous en nous. Qu'on le veuille ou non, surtout dans nos sociétés, on est porteur d'une énergie fébrile qui est une sorte de filtre entre nous et la capacité de présence. Donc, pour atteindre l'état de présence qui est nécessaire, il faut avoir une façon un mouvement répétitif ou balade à pied, peu importe, pour se libérer de l'énergie fébrile qu'on porte. Donc, ça va être la première étape. La deuxième stratégie est la contemplation, qui correspond plus à l'état de présence. Il y a vraiment une séquence. On largue l'énergie fébrile, puis après ça, on se met en état de contemplation, de présence. La prière, la méditation jouent un grand rôle dans cette capacité, justement, d'avoir une posture de paix, de centration, où on est capable de faire abstraction des bruits extérieurs, où on revient vers l'intérieur. Et ce que je tenais à souligner, cette capacité-là de se donner du temps pour toi, de silence et de solitude, dans toutes les histoires de vie que j'ai vues, cette stratégie-là, elle était incontournable. Il n'y a pas une personne résiliente que j'ai rencontrée qui n'avait pas cette stratégie de contemplation d'un espace intérieur protégé. La troisième stratégie est de créer. C'est pas tout le monde qui a recours à cette stratégie, mais les personnes qui en ressentent le besoin disent se sentir vraiment en vie lorsqu'elles créent. Le besoin de créer de la beauté, même si ce n'est pas pour un auditoire défini. Alors, et c'est une stratégie que j'ai vue chez plusieurs groupes. C'est vraiment des occupations qui comblent simplement le besoin de beauté et en soi, c'est suffisant. La quatrième est la contribution, qui, tout comme la centration et la contemplation, font partie des histoires de vie que Rachel a recueillies. La capacité de redonner, plus tôt elle vient dans le processus post-traumatique, plus elle semble avoir de pouvoir pour justement amener une résilience. La dernière stratégie, c'est la communion, soit trouver des occupations qui renforcent les liens d'appartenance. Et ce que les recherches ont démontré,
c'est qu'être branché sur le vivant, c'est essentiel aussi à la résilience. Qu'en vase clos, si on est coupé de tout vivant, on va s'étioler assez rapidement. Ce sont les stratégies qui nous permettent de cultiver la résilience. Mais qu'en est-il de celles qui la fragilisent? I'm a stone in the center of Voici donc les principales composantes de la recette du parfait malheur. Question de savoir ce qu'il ne faut pas faire si l'on veut être résilient. En haut de la liste, cultiver le drame. Ce qui est fascinant, ce qui sort des recherches plus récentes, c'est qu'à tous les niveaux dans notre vie, ce qu'on a remarqué depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une sorte de surenchère de l'émotion et du drame. Et que ce soit, même au niveau de la conversation, aujourd'hui, c'est presque toujours de l'hyperbole. C'est dramatique, les conversations, c'est à l'extrême. Plus je fais un drame de me casser un ongle, plus ça va être difficile pour moi de vivre mon quotidien parce que tout devient extrême. En haut de notre liste, peut-être de revoir les choses et de se dire, OK, je vis un irritant. Est-ce que ça peut rester juste un irritant? Et comme ça, ex aequo, en haut de la liste, les deux qui vont nous mettre sur les rotules rapidement, le deuxième, c'est vivre en porte-à-faux avec nos valeurs profondes et le sens de notre vie. Puis, il y a des recherches qui ont été faites aussi entre la centration, le respect de notre appareil moral et l'immunité. Plus on va aller à l'encontre de nos valeurs morales, plus notre immunité va diminuer. Que si on vit un porte-à-faux moral, si on se trouve dans une situation où on doit poser des gestes contraires à ce en quoi on croit, ça va nous amener vers un effondrement psychologique assez rapide. L'autre élément qui joue beaucoup, puis c'est un petit peu avec cultiver le drame, mais on en a fait un concept séparé, cultiver une image de victime. Les gens résilients ne font jamais ce choix-là de se voir comme victime. Et là aussi, malheureusement, dans notre société, on a une tendance à la victimisation. L'autre élément, dans la nouvelle génération, c'est un des facteurs de fragilisation psychologique, avoir des attentes démesurées, ce qu'on appelle en anglais « entitlement ». Et c'est comme si c'est toujours un balancier. Avant, on ne donnait pas assez de renforcement positif pour l'effort fourni, puis on est rendu qu'on en donne trop. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des cohortes qui ont beaucoup d'attentes par rapport à ce qu'ils vont recevoir sans avoir à fournir d'efforts. L'espèce de bulle artificielle qu'on a créée ne résiste pas au test de la vraie vie. Parce qu'encore une fois, la résilience, c'est comme un muscle. On ne leur a pas donné la chance de lever des poids beaucoup. L'autre élément qui va affecter beaucoup la résilience, c'est d'attendre un événement extraordinaire pour être heureux. On se projette constamment dans l'avenir. On a une grande difficulté à être ici maintenant, puis les gens vont attendre aussi de gagner la loterie, puis toutes sortes de choses extraordinaires pour être heureux. Et si l'événement extraordinaire survient, devenons-nous enfin heureux? On a tous un point de départ, un niveau qui correspond à notre bien-être psychologique, ce qu'on appelle en anglais le baseline. C'est un point fixe. Qu'importe ce qui arrive dans la vie, on revient au même niveau. Vous gagnez la loterie, qu'est-ce qui arrive à votre baseline de bien-être psychologique? En moyenne, c'est intéressant, l'habituation se fait environ en 3 mois. Et oui, donc ce qui arrive, je gagne mes 50 millions,7, et oups, règle générale, ils vont venir au baseline, ça reste pas mal là. Si je me fais frapper par un autobus, en moyenne, ça va être à peu près entre 4 à 6 mois, et on revient au baseline. Alors, ce qu'on a conclu de ça, ce qui est quand même assez fascinant, c'est que j'ai un événement hyper positif, j'ai un événement négatif, je reviens au baseline. Est-ce qu'on peut bouger le baseline? Ce ne sera pas un événement extérieur qui va changer notre baseline, c'est notre changement intérieur. Ce sont nos attitudes intérieures, ce sont les choix, faire en sorte qu'on va être capable de modifier, puis on modifie le baseline
justement vers le haut parce qu'on change notre structure neurologique aussi. À partir du moment où on change notre neurologie, notre structure, on va être capable d'aller plus haut. Depuis le tournage, les recherches sur le thème de la résilience se sont multipliées en neurosciences et nos connaissances nous permettraient aujourd'hui de valider les concepts présentés dans ce film avec beaucoup plus de précision. Il s'agit d'un domaine en pleine ébullition où les découvertes se succèdent très rapidement, démontrant toujours davantage la nécessité de bien choisir ses activités. Mon frère et ma sœur ont été beaucoup moins présents comme soutien psychologique pour mes parents que je pense qu'il y a eu, du moins de la part de mon père, une reconnaissance que, oui, j'apportais une présence qui pouvait être apaisante pour eux. Mais pour ma mère, c'est venu uniquement après qu'elle ait développé une démence. Puis ça a été intéressant, elle m'a rejeté toute sa vie. Puis à partir du moment où elle a développé, elle avait une double démence vasculaire puis démence d'Alzheimer. Puis quand j'allais la voir, ça a été les premières fois où elle a fait preuve de tendresse. La reconnaissance dans l'ici et maintenant que ma mère et moi, on a vécu dans sa démence, ça a été un cadeau. Puis un cadeau que j'attendais absolument pas. C'était pas... Parce que quand la démence, en fait, a démarré, la réflexion que je me faisais, je me disais, la résolution n'est plus possible. On ne pourra jamais avoir un dialogue. Il y avait même à la fin, il n'y avait plus de parole. Il n'y avait pratiquement plus de communication possible. Par contre, elle avait vraiment développé le besoin de venir se coller, puis se faire bercer. Elle avait tellement perdu de poids que je pouvais la prendre, la bercer. Puis, donc, ça a été un cadeau complètement inattendu parce que la résolution, finalement, c'est pas fait du tout sur le plan rationnel ou sur le plan dialogue classique. Souvent, quand les gens m'ont posé la question après, ils m'ont dit « le viol, ça a dû être terrible ». Je disais « bon, c'est clair que c'est pas une expérience agréable », mais les réactions de l'entourage ont été beaucoup plus pénibles que le viol lui-même. Puis, ce qui a été pénible aussi, puis de la part des professionnels de la santé, puis aussi c'est un équilibre, c'est de dramatiser l'événement au point d'en faire ton identité. Puis il y a des thérapeutes que j'ai eus par la suite qui me disaient ça. « Ah, c'est ça, tu sais, t'es la victime de viol. » Non. Je suis quelqu'un qui a vécu l'expérience, mais c'est pas mon identité première. Puis le discours de beaucoup de thérapeutes, ça a été « Ah, c'est clair, c'est une blessure qui ne pourra jamais guérir. » Puis tu dis « Mais pourquoi? » Encore une fois, je ne veux pas banaliser, mais c'est cette question d'équilibre entre banaliser et en faire un point focal. Il y a un entre-deux. Puis un entre-deux que je n'ai pas retrouvé en thérapie, parce que même quand je suis allée en thérapie pendant plusieurs années, le discours de la thérapeute, c'était ça, c'est une blessure qui ne pourra jamais guérir. Puis, le plus curieux, depuis que je m'intéresse à tous les aspects neurophysiologiques, à la neuroplasticité, on se rend compte que tout ça peut guérir. Qu'on a un pouvoir énorme sur nos vies, sur le recadrage, puis une fois qu'on recadre, on change même la structure de notre cerveau. Bien, je pense que la méditation, ça demeure pour moi une pierre angulaire dans ma vie. Le matin puis le soir, c'est très important pour moi d'avoir ces moments-là. Mais moi, je crois beaucoup à la méditation, pas encore pas nécessairement assis sur le coussin, mais qu'on ait une forme de retour sur soi. Puis, si j'en viens aux recherches, que la recherche démontre qu'il y a une forme de méditation en particulier qui est beaucoup plus, qui est très efficace, parce qu'elle intègre des éléments qui sont clés,
Le premier, c'est d'être conscient de soi. Cette méditation-là s'appelle le Tonglen. Puis le Tonglen a 4 étapes. La première étape, c'est de revenir dans un espace où on est bien. On se refait un espace sécuritaire. Donc, pensez à des bons moments au bord de la mer, des choses qui sont vastes, qui sont sereines, qui sont paisibles. Donc, on se ramène là. Première étape. On est bon pour soi. On ne se brutalise pas. Deuxième étape, on laisse émerger ce qui est là. Ah, qu'est-ce qui manque? Puis, sans aucun jugement. On accueille ce qu'il y a là. Troisième étape, c'est de se donner de la compassion pour soi. Si c'est des choses difficiles, de dire, c'est pas évident. Puis, je me donne de la compassion. Puis, la quatrième étape, c'est d'ouvrir la compassion à tous ceux qui vivent la même chose. Et quand on regarde les recherches en neurophysiologie, ces 4 étapes-là, qui nous viennent du bouddhisme tibétain, correspondent aux 4 étapes qui changent la structure neuronale dans le lobe préfrontal gauche, qui est le lobe de la sérénité. Alors, je me dis, ce rituel-là, je pense, sans le savoir, je fais ça depuis 30 ans. Mais je pense, sans le savoir, j'allais cultiver des éléments qui ont été clés pour la résilience. On ne sait pas à quel point la structure neurologique du cerveau de Rachel a changé au fil de sa méditation, de sa présence et du contact avec la nature, mais on sent bien la sérénité de cette femme qui nous parle de son passé sans armes, sans rancune et sans colère. À partir de ses expériences de vie et de ses recherches, Rachel a réussi à comprendre et à cultiver sa propre résilience. Au-delà de son histoire personnelle, elle a identifié des attitudes, des façons de voir la vie, des façons de faire et des stratégies qui augmentent la résilience. Aujourd'hui, elle nous enseigne que oui, il est possible d'agir sur ce qui nous arrive et même de se transformer, et ce, quel que soit notre point de départ. C'est pas magique, ni instantané. C'est un processus dans lequel on doit demeurer continuellement actif et qui mène à un retour vers soi et à la sérénité. Rachel Thibault désire partager les bienfaits de la présence dans une société où l'écran est devenu maître de nos vies et le drame la principale réponse à tout irritant. Elle s'est donnée comme mission de nous faire connaître les activités à intégrer dans notre quotidien pour une meilleure santé mentale. Un projet ambitieux qui anime et nourrit Rachel, d'autant qu'il répond à ces 3 conditions: pouvoir être authentique, apprendre et redonner. Et tout cela dans le plaisir. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.